Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes le dernier atelier, donc c'est celui qu'il va falloir... on va essayer de tenir la distance et tenir le timing. Avec Jean-Luc, il est prévu que nous terminions vers 17h30, 17h40 au plus tard. Donc juste un petit mot, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, on est au bout de cet événement. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, je me présente en deux mots. Benoît Barbedette, rédacteur en chef de Newstank Cities. Et j'ai le plaisir, depuis quelques années, avec Jean-Luc, donc, d'animer une des tables rondes. Donc, ça sera la dernière. Alors, je vais vous présenter, donc, évidemment, nos intervenantes et intervenants. Et à ma gauche, donc, monsieur Vanoni, Didier Vanoni, donc, qui fera l'introduction et qui plantera le décor de cet atelier. Dont je rappelle l'intitulé, qui est donc faire évoluer la gouvernance et les coopérations interacteurs pour produire un habitat désirable. Donc on a parlé de logement abordable, on a parlé de logement soutenable. Eh bien là, on va parler d'habitat désirable. Alors, je vais commencer par faire les présentations. Je vais commencer par mesdames. Donc, madame Valérie Rabault, bonjour, donc députée et vice-président de l'Assemblée nationale. Si j'oublie, tout est bon, ok. Donc, bonjour, merci pour votre venue. À votre gauche, donc, madame Marianne Essamfar, donc vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, et vous-même, évidemment, architecte, à Bordeaux et à Toulouse, si j'ai bien noté, n'est-ce pas ? Et à Paris, oui. Et à Paris aussi, voilà. Donc bonjour à vous deux. Alors ensuite, on va partir monsieur Yannick Borde. Donc j'insiste sur la double casquette, donc à la fois d'élu local, de président du réseau Procivis et vice-président de l'Union sociale de l'habitat. Voilà. J'ai rien oublié. Non, c'est bon. Hein, donc c'est bon. À votre droite, donc François Rieussec, donc qui est président de l'Union nationale des aménageurs et donc lui-même également aménageur à Toulouse. En particulier. Et enfin, donc, si je puis me permettre, le régional de l'étape, mais on vous connaît, on vous voit chaque année, M. Etchegaray, donc maire de Bayonne et président de l'agglomération donc, du Pays Basque. Donc tous les sujets de côte, de problématiques littorales, de foncier, de pression foncière et de logement, vous les connaissez par cœur. En tout cas, mieux que moi, ça c'est sûr. Mais très bien. Alors, l'idée, évidemment, c'est que beaucoup de choses ont été dites sur l'atelier précédent. De grande qualité d'ailleurs, je dois le répéter, enfin je dois le dire plutôt. Et donc là, on est parti sur des sujets qui seront analogues, mais on va essayer aussi d'aller sur des sujets évidemment un petit peu différents. Et je vais céder donc la parole à monsieur Vanoni qui va lui planter le décor. Et puis ensuite, nous commencerons avec Yannick Borde, tel que cela a été prévu. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Oui, bonjour. Quelques considérations pour introduire la table ronde, avec beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je vais essayer de décaler le propos sur des thématiques qui n'ont pas été abordées, me semble-t-il. Et je vais surtout me focaliser sur la notion d'habitat désirable, qui renvoie à la construction de logements, pour qui, pour quel usage, et finalement pour quelle forme urbaine. Voilà, c'est un petit peu ça la question. C'est parce que produire des logements, plus des logements, sans artificialiser davantage la nature et le territoire. On produit quoi? Quelle sociabilité, etc. Donc c'est en tant que sociologue que je vais plus ou moins aborder les questions, ce qui me permettra quand même de revenir à la question de la coopération interacteur et éventuellement à la gouvernance, mais je vous laisserai là peut-être davantage prendre la parole là-dessus. Donc, pour introduire le propos, je reviendrai sur des anecdotes ou des expériences récentes que j'ai eues dans des travaux que j'ai menés avec des collectivités. Premier exemple que simplement je peux vous citer, une grande métropole du nord de la France avec laquelle je travaille, qui se propose dans un PLH à venir de produire 5000 logements par an, qui en a déjà produit entre 3 et 4000 ces 15 dernières années. Quand on compte, ça fait beaucoup de logements. On risque d'arriver en 2030 à plus de 100 000 logements sur le territoire. 100 000 en moins de 30 ans finalement, c'est-à-dire à peu près le triple de ce qu'on a produit il y a 50 ans en Yvelines, en 50 ans, le triple de ce qu'on a produit en 35 ans pour Marne-la-Vallée, en rythme, je veux dire. Quel est le projet, quelle est la ville, quel est l'aménagement, quel est le projet de vie qu'il y a derrière 100 000 logements supplémentaires? On a beaucoup parlé de l'intervention en silo.
Les acteurs interviennent en silo, mais à l'arrivée, on a des citoyens sur des territoires avec des collectivités, des élus, des services publics, etc. Certaines fois, on y pense, bien sûr, je ne critique pas, mais 100 000, c'est beaucoup. Projetez-vous sur ce qu'on réfléchissait dans les années 60 sur une ville nouvelle. On inventait la ville. Là, on rajoute 100 000. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est une question que je poserai et que je peux poser au maire de Bayonne. Vous n'allez pas construire 100 000 logements dans les 30 prochaines années peut-être, mais cette augmentation, ces quartiers supplémentaires, même la ville sur la ville, quand on reprend les choses, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc ça c'est la première question, premier point que je poserai. Deuxième point, je ne vous l'avez pas dit, mais je travaille depuis 23 ans pour la Fondation Abbé Pierre. Même si on ne travaille pas pour la Fondation Abbé Pierre, on regarde le rapport et on constate quand même qu'entre 2010 et 2021, on est passé de 3 500 000 mal logés à 4 100 000. On produit, mais on a toujours plus de mal logés. Alors après, on peut discuter éventuellement des nomenclatures retenues, mais il n'en demeure pas moins qu'on a de plus en plus de mal logés. Et si on faisait un sondage, comme il arrive régulièrement, sur les Français sont-ils mécontents ou ont-ils des remarques sur la qualité de leur logement, etc., on a toujours à peu près le même taux, 70-75% des Français sont satisfaits. Du coup, les politiques préfèrent ne pas parler du logement. Quand on prend la question en disant, parmi tous ceux qui sont allés sur le marché récemment pour acheter ou louer un logement, combien sont satisfaits des conditions de logement qui leur sont offertes? 70 à 80% des gens sont insatisfaits de ce qu'ils trouvent sur le marché parce que pour ce qu'ils ont comme budget, ils n'ont pas de bien en regard. Donc je voudrais simplement vous indiquer ça, c'est que sur les 20 dernières années, les choses se sont dégradées, tout simplement. Pas sur la qualité du logement forcément, mais sur la manière d'accéder au logement. Troisième anecdote et expérience, une autre agglomération, là aussi plutôt de l'ouest de la France, m'a interpellé via l'ARHLM, mais au nom de l'État. Vous voyez comment les choses se font. L'État ne vient pas directement, c'est plutôt l'ARHLM qui est porteur de la commande, pour accueillir des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés, etc., sur le territoire en masse, en mobilisant ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat intercalaire. Ce qui veut dire dans le jargon, en gros, des containers frigorifiques transformés en logements qu'on met les uns sur les autres pour faire des petits hameaux de logements, ou des camions avec lesquels on met une remorque qu'on pose sur un parking ou sur un espace, ou une yourte, ou 2 ou 3 choses qu'on appelle l'habitat léger de loisirs, qu'on organise en posant ça de manière éphémère sur un territoire pour accueillir 10, 15, 20, jusqu'à 200, m'a-t-on dit dans certains projets, migrants ou SDF ou mal logés ou étudiants. On commence à mettre tout dans cette solution. Un projet innovant récemment en Bretagne, sur lequel la Fondation de France a financé une expérimentation pour expérimenter des hameaux d'habitat léger dans les villages, dans les petites communes, de manière à soutenir la démographie de ces communes qui perdraient des populations et pour lesquelles il y aurait des gens qui auraient envie de s'installer mais qui n'ont pas les moyens d'acheter un bien ou de rénover un bien dans un village, avec même tout un dispositif de dissociation du foncier et de l'habitat. Vous voyez, on arrive même à faire dans l'habitat intercalaire ce type d'innovation. Sans aller remonter trop loin, mais enfin on peut remonter au moins aux années 50, c'est ce qu'on appelait les cités d'urgence, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait vite, on va dire transitoire, et pendant 50 ans on se les traîne. Je vous pose la question, est-ce que là il n'y a pas quelque chose aussi de l'ordre du gadget, quelque chose à réfléchir? On part ça de tout le vocabulaire innovant, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement? Et puis qui va gérer ces gens après? C'est-à-dire qu'on les pose là, et après qu'est-ce qu'on fait? Je pose la question parce qu'il y a des vertus, on fait ça vite. Bon, cela dit, on m'a contacté il y a 2 ans en urgence pour les réfugiés. Il n'y a toujours rien qui est sorti, hein, mais bon, on fait vite. Peut-être, on n'a pas besoin forcément d'avoir des permis de construire, etc., même si, du point de vue de l'argumentation, c'est un peu limite. Et aujourd'hui, l'habitat intercalaire se fait plutôt sur des fonciers publics, dans d'anciennes casernes, des choses comme ça. Bon. Mais réfléchissons à ce que ça veut dire devant les normes et les contraintes, aller trouver des solutions qui sont des solutions au rabais, me semble-t-il. Maintenant, on fait des choses tout à fait intéressantes, avec des sanitaires et tout ce que l'on veut, hein, mais du point de vue urbain, et surtout du point de vue de la vie sociale que l'on provoque. C'est des gens qui sont à l'extérieur des agglomérations, sur des territoires dans les enceintes des anciennes casernes. Comment ils s'intègrent à la ville? Donc, le fonctionnement social urbain de ces formes-là, qu'on pense innovantes, sont peut-être à questionner. La 4e expérience, qui va peut-être interpeller... J'étais content de savoir que vous veniez, madame, parce que j'ai
un gros débat avec les architectes urbanistes. On va pouvoir peut-être avoir des éclairages de votre part. Une expérience qui est menée régulièrement à l'école de rénovation urbaine. Vous savez, on réunit les conseils citoyens pour les former à l'accompagnement et à leur participation dans la rénovation urbaine des grands quartiers dits en rue, pour les NPNRU. Et dans cette formation, on leur fait circuler des jeux de photos qui doivent hiérarchiser en fonction des produits qui leur plaisent. Donc là, je suis dans Habitat désirable. Et on met de tout dans ces photos, les petits villages traditionnels, de l'habitat des années 60, vous savez, les petites barres avec des balcons filants, etc. Et les écoquartiers d'aujourd'hui et les réalisations promoteurs, mais aussi bailleurs sociaux d'aujourd'hui. Systématiquement, en dernier lieu, on a ce qu'on produit aujourd'hui. Alors, vous allez me dire que j'exagère, il faudrait faire des statistiques, c'est un échantillon de conseils citoyens, etc. Mais je ne suis pas le premier à l'avoir fait, et j'ai des enquêtes nationales où le même exercice est fait, et systématiquement ce que l'on produit, alors je ne dis pas par rapport au porte-monnaie, par rapport au besoin de se loger, par rapport, etc., mais par rapport au goût des gens, à la manière dont ils se projettent, dont ils essaient de construire leur identité, quand on regarde ce qu'on propose, avec les photos, bien sûr, qui sont typiques, on ne fait pas des choses avec des variations, l'architecture et l'urbanisme de maintenant est rejeté dans ses volumes, dans ses matériaux, dans son image de marque. Et puis, je travaille beaucoup en rénovation urbaine. Quand on regarde ce qu'on construit et ce qu'on répare en rue, on est en train de refaire ce qu'on répare. On refait des dalles, on refait des coursives, on refait des vis-à-vis, on refait des passages qui génèrent des dysfonctionnements pour la suite, c'est-à-dire pour les trafics, les lieux insécures, les lieux difficiles, et surtout beaucoup de lieux très minéraux, y compris dans la production neuve. Du coup, je me pose la question, quand on réfléchira sur les coopérations interacteurs à la gouvernance, j'ai bien compris que pour produire des logements accessibles, il faut que les gens s'articulent, il faut que le maire soit accompagné, etc. Je suis d'accord que les acteurs doivent se mettre en ordre de marche et pour avoir un pilotage, etc., responsable et efficace. Mais est-ce qu'on a intégré aussi la durée dans le temps de la gestion, et de la gestion non pas en termes financiers, mais en gestion en termes social-urbains? Quelle est la population qui va vivre dans ces lieux? Comment va-t-elle vivre dans le temps? Qui sera là pour faire la police et animer, faire en sorte qu'une vie associative soit possible, que les gens puissent aller travailler, qu'il y ait de mobilité, qu'il n'y ait pas de stigmatisation de cette population, si on la met à l'extérieur, etc. Comment anticiper la création d'autre chose que ce qu'on appelait les UP dans les années 70, quand on va produire, par exemple, 100 000 logements en moins de 30 ans. Donc c'est une question que je pose non pas à des producteurs de logements, mais à des gens qui vont produire un habitat dans lequel des populations vont vivre, et vont vivre longtemps normalement. Voilà. Dernière question, Jean-Claude Dodeillan en a parlé, ne perdons pas de temps, et les questions qu'on se pose, on les posait déjà il y a 10 ans, je vais revenir très, très, très en amont. Et il y a 10 ans, on nous avait posé la question pour des opérations d'aménagement. J'avais travaillé pour le club Ville et Aménagement, donc c'était des promoteurs, des aménageurs qui étaient mis autour de la table, et on nous avait déjà posé la même question sur la manière d'avoir une gouvernance un peu mieux articulée, sur avoir des produits gérables dans le temps, anticiper au moment de la conception les coûts de gestion futurs, etc. Enfin, et puis faire quelque chose de désirable. Et on nous avait demandé de trouver une manière d'approcher les choses. Donc on avait, nous semble-t-il, avec un architecte urbaniste, inventé ce qu'on appelait la dimension inclusive des projets urbains. Et puis du coup, depuis 10 ans, le mot inclusif est passé dans le vocabulaire. On parle d'habitat inclusif pour loger les personnes âgées et les handicapés maintenant. Mais il y avait quand même quelques idées que je vous soumets là pour terminer cette présentation rapide, pour voir si ça peut vous interpeller sur la question de la gouvernance, de l'articulation, de la coopération entre les acteurs. La première chose, hyper importante, me semble-t-il, c'est quand on construit, surtout quand on fait la ville sur la ville, comment construire et urbaniser sans exclure ceux qui sont déjà là. Ça a l'air d'être une question bête, mais 100% des opérations, à quelques exceptions près, que l'on fait en milieu déjà urbanisé, c'est-à-dire quand on démolit, quand on complète les dents creuses, etc., ça tire vers le haut en général les prix, et en général la population d'origine finit par disparaître, ce qu'on appelle la boboisation à Paris ou ailleurs, mais plus radicalement quand même dans des quartiers de Seine-Saint-Denis. Quand on produit du neuf, on a une gentrification, même si le mot gentrification est un peu fort. En tout cas, on a un report des populations qui étaient là ailleurs. Comment peut-on faire pour les garder, ou en tout cas leur trouver une place qui leur revient? Deuxième chose, c'est la greffe architecturale et urbaine.
combien de projets neufs dans de l'habitat déjà structuré viennent compenser les défauts de ce qui existe. En général, le projet qui vient toujours contre celui qui était juste à côté. Et à la fin, vous avez des villes dans lesquelles les entrées ne sont pas alignées, vous n'avez pas d'alignement sur la rue, vous n'avez pas les mêmes reculs, vous n'avez pas les espaces verts nécessaires pour la densité, vous avez toute une série de dysfonctionnements. Quand on rajoute de la ville sur la ville, très souvent, ça crée moins d'homogénéité que de problèmes nouveaux. Observation générale, il y a plein de contre-exemples, etc. Qui s'occupe de cette pas le PLU, puisque le PLU existe, existe pour la production future, mais tenir compte de ce qui existe pour avoir une ville vivable, c'est assez compliqué. Greffe urbaine. Autre chose, l'urbanisme soutenable, c'est-à-dire quand on met tous les ingrédients que vous avez dit, les normes, tout ce qui est de l'ordre du respect des objectifs environnementaux, etc., il faut l'intégrer. Et dans le soutenable, je mettrai la gestion future. Quand on met des espaces verts, qui va payer ? Quand on met des arbres, qui va les élaguer ? Quand on met des espaces semi-privatifs, qui va faire la police pour qu'ils soient toujours semi-privatifs, mais qu'ils soient toujours en état de fonctionnement ? Combien de fois on a vu des courées ou des ensembles d'espaces publics ou semi-publics au milieu d'une opération neuve être privatisés parce qu'on ne sait pas comment gérer le va-et-vient à l'intérieur d'un ensemble immobilier tout neuf. C'est aussi un des coûts supplémentaires. Je voudrais soumettre ça à votre... Et le dernier point, c'est la question d'une approche intégrée. J'ai toujours été surpris, mais alors je renvoie ça à l'État aussi, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de responsable final quand on fait une opération. C'est-à-dire que quand ça dysfonctionne, ou quand ça ne se fait pas, ou quand ça fait avec des retards, ou quand les prix sont en décalage, tout le monde se renvoie la balle, mais il n'y a pas de responsabilité définitive des dernières de quelque chose qui est raté. Voilà, on a oublié telle chose. Par exemple, récemment, j'ai travaillé pour une commune qui avait oublié les réserves foncières pour l'école. Bon, ça peut arriver, hein, on n'avait pas compté suffisamment, etc. Les davantage de familles qui sont arrivées, c'était pas prévu, on a rajouté ça à la fin. Voilà. Il n'y a pas de responsable final, ou en tout cas, ces responsabilités sont tellement diffuses, puisque c'est en silo, chacun est sur son registre. On a du mal à dire c'est la faute de l'État, c'est la faute de la collectivité, c'est la faute du promoteur, c'est la faute un peu de tout le monde, du coup. Et comme c'est la faute de tout le monde, c'est la faute de personne. Et comme personne ne rendait compte à personne, y compris même pas la population, très souvent à qui on dit on ne pouvait pas faire autrement, ça délégitime aussi la possibilité d'avoir des projets urbains beaucoup plus intégrés. Voilà. Puis je terminerai sur une boutade. Souvent, les politiques, quand on leur dit que la population n'adhère pas à leurs projets, ils répondent parce qu'on leur a mal expliqué. Je pense que certaines fois aussi, c'est parce que les gens sont légitimes à trouver les choses en décalage. Et donc, plutôt que de dire on leur a mal expliqué, peut-être qu'on pourrait se renseigner un peu mieux sur ce que sont leurs goûts et leurs choix pour l'avenir. Voilà ce que je pourrais vous dire. Pour commencer. Merci. Merci. Merci Didier. Alors le décor est large, hein. Enfin le décor est planté, il est vaste. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. On est là pour échanger, y compris avec vous. Il n'y a pas de souci. Si je reprends un de vos propos, c'est la faute à qui, hein. C'est la faute à qui entre l'État, c'est la faute à qui entre l'échelon local et puis il y a des échelons intermédiaires. On a la chance d'avoir avec nous donc Yannick Ward, qui est à la fois donc comme je le disais tout à l'heure élu local d'une commune de 8000 habitants, hein, j'ai bien noté, donc en Mayenne, et qui en même temps donc président de Procivis, donc qui est à l'échelon national. Donc vous êtes à la fois politique et puis praticien, hein, du logement, si je puis dire. On a évoqué tout à l'heure dans les grands sujets aujourd'hui qui sont à la fois local et local et national, et qui n'a pas trop été abordé, sauf de ma part aujourd'hui. Il y a l'histoire du zonage, qui est quand même un point important aujourd'hui dans la politique du logement et de l'habitat. Hein. C'est ce zonage qui existe depuis quelques années, voire quelques décennies. Et vous me disiez, donc quand on a échangé au téléphone depuis ce matin, vous me disiez finalement, ça c'est un sujet aujourd'hui qui est très sensible pour les élus, où on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, mais on ne peut pas revenir en arrière, mais en même temps, il faut le manier avec beaucoup de précaution parce que c'est un peu la boîte de Pandore, quoi. Vous, en tant qu'élu et en tant que praticien, quelle est votre analyse sur ce premier sujet ? On parlera tout à l'heure aussi du ZAN, puisque c'est évidemment un sujet aussi national et local, hein, et on l'a entendu avec Madame la sénatrice qui nous a planté un décor assez
apocalyptique presque entre ce qui se décide la loi et ce qui ne se fait pas au niveau local ou ce qui devrait se faire ou pas. Mais d'abord sur le zonage, une première analyse. Merci, bonjour à tous. Alors surtout qu'il y a dans les propos de M. Vannoni beaucoup d'autres choses sur lesquelles on a aussi beaucoup d'idées, donc on fera sans doute pas le tour de toutes les questions. Pour aborder le zonage, en fin de compte, le réseau qui... Alors, je parlais avec les deux casquettes, mais je vais surtout parler d'abord avec celle en tant qu'acteur du logement et du réseau Procivis. La politique du logement, elle est d'abord construite de façon nationale. C'est-à-dire, elle n'est pas unique, mais elle est quand même construite comme si elle devait s'appliquer de façon, si possible, quasiment unique sur les territoires. On a vu ce matin que c'était quand même compliqué. Elle est souvent aussi imaginée ou abordée sur des sujets qui sont souvent des sujets franciliens au départ, et puis après, évidemment, on les ajuste, qui sont des sujets réels. Et après, on essaie de voir comment on descend ça sur les territoires. Et nous, on trouve qu'on se pose... Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La première, c'est quoi les attentes des familles, des ménages ? Parce qu'il y a ce qu'on pense devoir construire ou nécessaire à construire, un logement social, pas logement social, le débat collectif, maison individuelle, etc. En même temps, on ne questionne quand même pas souvent, même si on sait à peu près, on connaît à peu près les réponses, mais on ne questionne pas avec beaucoup de précision ce qu'attendent les ménages sur les territoires. Et là, on sait très bien que, vu la diversité du territoire français, qu'il y a des réponses multiples. Nous, on pense aussi qu'on ne questionne pas nécessairement beaucoup les élus sur ce qu'eux souhaitent dans l'aménagement de leur territoire. Alors ça renvoie peut-être après à la politique d'aménagement du territoire. Je m'arrête là parce qu'on y reviendra sans doute tout à l'heure. Il a quand même un peu disparu. Et puis troisième élément, ça a été dit tout à l'heure, notamment par Dominique, sur quand on culpabilise beaucoup les élus. Alors le fait que je sois maire, effectivement, je vais combattre ça. Moi, je suis une commune en plus SRU, obligation de logement social, première couronne du Naglots, 220 000 habitants. Bon, donc on peut s'amuser à servir un peu de laboratoire. Ce matin, on disait que le Pays Basque était un laboratoire. Peut-être que moi, je peux aussi en être un micro sur certains sujets. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on questionne et qu'on respecte en tout cas l'orientation politique locale, c'est-à-dire ce que l'élu veut faire de sa ville, comment il veut la faire évoluer. Moi, je crois beaucoup quand même je pense que la plupart des élus ont envie de la faire évoluer. Et derrière l'évolution, il y a mécaniquement acte de construire. Parce que si on pense faire du développement économique sans amener de logement, je pense qu'on va avoir aussi quelques difficultés en tant qu'élu. Et donc, cette politique du logement, il faut qu'elle réponde à ces aspirations-là. Et effectivement, pour nous, il y a un sujet complexe aujourd'hui qui est le sujet du zonage. Alors sans refaire l'histoire du zonage, et on va faire un peu mea culpa en tant qu'acteur du logement, c'est que le zonage, il est quand même un peu né, c'est pas la seule raison, mais c'est quand même une des vraies raisons de départ, sur le comportement des promoteurs. Je regarde monsieur le président de la Fédération des promoteurs, qui allait construire de la défiscalisation de l'époque, alors ça devait être le Célie ou le de Robien à l'époque, je ne sais plus lequel, dans des territoires où vraisemblablement la demande n'était pas complètement là. Et donc à partir de là, on s'est dit, il faut arrêter de déconner, excusez-moi du terme, et donc le législateur est arrivé avec le zonage. Zonage qui aujourd'hui concerne le logement social sur les questions de loyer, pour faire simple, et zonage qui concerne les outils de défiscalisation, les dispositifs de défiscalisation et les dimensionnements des prêts aidés à l'accession sociale, des prêts à taux zéro. Le zonage, ça fait un certain nombre d'années qu'il n'a pas évolué, très peu, à la marge. Il est aujourd'hui pour nous complètement décorrélé de la dynamique économique des territoires qui, eux, ont bougé. Et puis, c'est un sujet éminemment politique, et on l'a bien vu, par exemple, quand le gouvernement a décidé de supprimer le Pinel en zone B2. Évidemment, il y a quelques maires de zone B2 qui sont montés au créneau pour essayer de faire passer leur commune en zone B1. On l'a vu encore dernièrement avec des communes, je crois que c'est notamment dans la région Rhône-Alpes, qui sont repassées en zone B1. Alors, avec des analyses qui permettent de justifier ça, mais en même temps, sans véritable analyse territoriale, puisque je sais pas, vous le répéterez pas, mais je trouve que je travaille sur la ville du ministre de la transition écologique, c'est-à-dire Christophe Béchu, qui a en sujet le logement, donc je fais attention à ce que je raconte quand je parle d'Angers maintenant quand même. Mais Angers fait partie de ces villes qui sont passées de B2 à B1. Et pour en avoir parlé plusieurs fois avec lui quand il était encore maire, ça s'est fait au niveau de la ville et ça s'est pas fait à une réflexion plus large. Résultat des courses, vous avez une première couronne qui avant arrivait à avoir du logement dit défiscalisant, je vais redire un mot dessus, qui aujourd'hui on ne peut plus en avoir. Donc en termes d'aménagement du territoire,
on trouve que l'échelon n'était pas très judicieux. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à décentraliser cette politique du logement? Toujours un petit peu un gros mot, la décentralisation. On a du mal à faire confiance au territoire. En même temps, sur une matière qui est une matière complexe pour les élus locaux. On a bien vu en 2020, avec le renouvellement des élus, le temps de s'accaparer une matière logement quand même qui est assez difficile quand vous êtes jeune élu, où on vous saute dessus avec un PLU, un PLH, une programmation HLM et j'en passe et des meilleurs. Comment est-ce qu'on arrive à faire confiance au territoire, à faire en sorte qu'on colle sur une politique du logement qui soit plus adaptée? Et aujourd'hui, effectivement, la question du zonage, on considère qu'il ne faut pas revenir en arrière à supprimer le zonage. Mais il va falloir, je pense, le faire évoluer. Tout ça, il n'y a qu'à regarder ce qu'on a vu ce matin avec l'expertise en Bretagne, sur le Pinel, dont on attend, on nous a dit assez rapidement, un rapport, un bilan qui, sur quelques indiscrétions, serait un bilan mitigé plus. Bon, on verra si ça sera confirmé. Mais en tout cas, c'est une piste et qui permet de redescendre, en fin de compte, une responsabilité aux élus locaux. Et effectivement, ce qui s'est passé en Bretagne, où le B1, c'est Rennes et Saint-Malo, et aujourd'hui... les outils de défiscalisation peuvent être sur tout le territoire. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur nos propos. Le réseau pro-civiste ne plaide pas nécessairement, et pas un farouche défenseur du Pinel. Comme l'a dit M. Boulanger tout à l'heure, nous, on est partout, par contre, un farouche défenseur d'un statut du bailleur privé. Mais par contre, je voudrais juste souligner deux anomalies qui ont perturbé le marché et qui sont anti-aménagement du territoire en lien avec cette notion de zonage et de Pinel. Je l'ai dit un peu, quand vous décidez, ou quand l'État décide de dire plus de Pinel en B2, résultat des courses, on a un aménagement du territoire sur les agglos qui ne fonctionne pas. Quand l'État décide plus de Pinel en maison individuelle, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, 4 ans, on a une offre locative sur les territoires libres qui n'existe plus en maison individuelle. Voilà. Donc toutes ces anomalies-là nous semblent, et sur le logement social, il y a quand même aujourd'hui une vraie difficulté sur le zonage avec les niveaux de loyer qui sont plus du tout en corrélation avec la tension qu'il y a éventuellement sur les secteurs et la limite qu'impose le zonage. Donc c'est vrai qu'on pense que c'est quelque chose qui doit être abordé. Comme c'est un sujet éminemment politique, très compliqué, on craint que s'il n'est pas abordé en début de quinquennat, il ne sortira pas. Donc ce qu'on essaie de pousser, et si vous adhérez à notre message et à notre discours, et en revenant bien évidemment l'enrichir, je pense que c'est quelque chose qu'il faut porter assez vite. Parce qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de territoires, et notamment... Alors il y a eu l'effet Covid et l'effet crise sanitaire et les mobilités qui sont apparus, dont nous on demande à vérifier qu'elles s'inscrivent dans la durée quand même. Mais quand on voit aujourd'hui quand même des territoires qui sont, depuis certains grands sites parisiens ministériels, des zones soi-disant d'absence de besoin de logement, c'est-à-dire en gros classées en zone C, où le taux de chômage est à 4,5, vous allez sur le Nord-Vendée, vous allez sur la région de Vitré, c'est des territoires qui correspondent à ma raison géographique, donc je m'excuse de citer cela et pas d'autres. Aujourd'hui, vous avez un développement économique qui est fortement contrarié par une absence de logement, qui elle-même est contrariée par un zonage qui n'incite pas ceux qui prennent le risque à venir construire sur ces territoires-là. Donc essayons de réarticuler ça, ce qui nécessite de redonner sans doute un peu de pouvoir supplémentaire sur la décision au territoire. L'échelle, elle n'est pas évidente, parce qu'on peut penser que c'est l'EPCI, sauf qu'un EPCI structuré, ça peut marcher. Un EPCI plus rural, c'est plus compliqué. Donc comment est-ce qu'on articule ça ? Je ne suis pas certain ça redonne une cohérence, une importance plus forte au département, mais dans les territoires ruraux, peut-être quand même. Et comment on arrive à faire en sorte aujourd'hui qu'on ait des productions un peu plus diversifiées sur l'ensemble des territoires qui en ont besoin. Merci beaucoup. On va continuer avec, du coup, M. Etchegaray, avant de passer la parole à Mme Rabault, également maire, on parlait de PCI. Est-ce que vous faites finalement aujourd'hui la même analyse et le même constat sur ce projet de révision de zonage ou cet impératif de révision du zonage? Alors, moi, je fais une requête, mais bon, c'est un cri désespéré qui est très ancien. C'est que l'on pratique dans ce pays une différenciation suivant les territoires. Sur les questions d'urbanisme en particulier. Il est tout à fait anormal, et je suis dans le sujet du Pinel, mais pas que,
que nous, les élus locaux, nous ayons à régler des situations avec des règles de droit commun et qui sont beaucoup trop de droit commun. C'est-à-dire considérer, vu de Paris, c'est dommage que monsieur le préfet soit parti, mais il connaît ma position sur le sujet, vu de Paris, on considère que l'on soit en Corrèze, en Creuse, dans les Pyrénées-Atlantiques ou dans le département du Loiret, c'est la même chose. Or, nous vivons ici, je parle du Pays Basque, mais c'est aussi vrai dans d'autres régions de France, évidemment, une attractivité qui aboutit à une pression foncière qui a été parfaitement décrite tout à l'heure. Je n'y reviens pas. Nous, les élus, on est confrontés à une situation qui est que on se retrouve maire d'abord, avant d'être membre d'une communauté d'agglomération. Et le fait communal, et c'est certainement très bien, est têtu. Et que vous n'aurez pas contre la position d'un maire qui a de bonnes raisons de considérer qu'il faut faire telle chose plutôt que telle autre chose. Pourtant, la planification urbaine, et c'est la loi qui le veut ainsi, est décidée par l'intercommunalité, donc cette communauté d'agglomération Pays Basque, ici, dont je suis vraiment le président. Et j'en parle parce que on n'a pas les mêmes situations dans une commune de 79 habitants, dont le maire vient m'expliquer si la loi climat résilience est appliquée dans toute sa rigueur, Madame la sénatrice, vous aviez tout à fait raison de le dire tout à l'heure, eh bien moi je devrais fermer mon école. Or j'ai encore une école et je ne veux pas fermer mon école. Donc trouvez-moi des solutions pour que nous puissions faire en sorte que cette loi s'applique avec une forme de différenciation. Or là, et vous en faites le procès tout à l'heure, à juste titre, la loi est la loi, mais le décret, lui, qui a été fait dans la précipitation, parce qu'il fallait bien évidemment avoir un bilan, est venu dire des choses drastiques, comme si on se méfiait, parce que c'est ça le gros problème aussi, on se méfiait des élus. Alors, on n'est pas forcément toujours très bon. On n'est pas forcément toujours très bon. Nous sommes beaucoup plus proches des concitoyens, et donc, peut-être aux yeux de certains, plus faibles. Parce que nos concitoyens sont quelquefois aussi nos électeurs. Et qu'on pourrait penser qu'effectivement, les élus n'ont pas de conscience publique dans ce domaine. Alors c'est très embêtant parce que si la décentralisation n'est pas allée jusqu'à son terme, parce qu'il y a une grande loi de décentralisation, 81-82, qui a été une loi de décentralisation des compétences en matière d'urbanisme. Alors tout à l'heure, j'entendais l'un des intervenants venir suggérer que le préfet puisse, si le maire prenait un arrêté qui ne lui paraissait pas bon, venir se substituer au maire. Eh bien, dites-moi, si vous revenez sur la décentralisation des compétences en matière d'urbanisme, vous avez une révolution dans ce pays. Je pense que ce n'est pas sérieux, ça ne se fera pas et ça ne doit pas se faire. Au contraire, il faut qu'on aille plus loin. On a eu un acte 2 de la décentralisation, je m'en souviens déjà plus, ou alors c'est assez anecdotique. L'acte 3, c'est voulu l'acte 3, et le dernier, la loi 3DS, devait être aussi une forme de loi de décentralisation, et même Jacqueline Gouraud, que je connais très bien, a fait tout ce qu'elle pouvait dans le contexte que l'on sait. Enfin bref, notre pays est en panne. Notre pays est en panne. Parce que vous nous dites gouvernance sur les questions d'urbanisme. Oui, il faut trouver des moyens de gouvernance. Non, c'est pas simple. Entre donc une intercommunalité qui a la compétence en matière de planification, qui va donc approuver le plan local d'urbanisme intercommunal, qui va donc approuver le programme local de l'habitat, le PLH, que nous avons fait il n'y a pas fort longtemps, avec des objectifs qui ont été jugés d'ailleurs par la DDTM et monsieur le préfet comme étant ambitieux, et ils le sont. Maintenant, la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée, certes, mais nous y sommes. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que les permis de construire sont délivrés par qui? Les maires. Les maires. Donc vous voyez qu'on a un travail auquel, malgré tout, on parvient. Parce que moi, je vois quand même la production de logements sociaux au Pays Basque.
on a malgré tout des chiffres, et malgré la période Covid que nous avons vécu comme tout le monde, je parlais de l'année 2020 et aussi de l'année 2021, des objectifs par rapport au PLH, puisque le PLH dont je vous parle, c'est un PLH 2020-2025, qui sont, allez, à 80%. Voyons, réaliste, c'est pas 100%, mais 80% malgré tout. Alors c'était avant la hausse des prix de la construction, je n'y reviens pas, tout ceci a été expliqué tout à l'heure. Je n'explique pas non plus comment nous avons voulu, nous, à la communauté d'agglomération, pour justement convaincre nos collègues maires d'entrer dans une process de production de logements sociaux, augmenter les aides à la pierre en direction pour les opérations dans le parc public et dans le parc privé. Tout ceci, d'ailleurs au passage, cette augmentation dont je viens de vous parler, elle est aujourd'hui complètement bouffée par l'augmentation des matériaux, des matières premières. Donc, je veux dire que c'est presque un coup pour rien. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais il n'en reste pas moins vrai que les efforts, on tente de les faire le plus possible. Alors, moi, je termine là-dessus, un grand sentiment de solitude. Alors, pas moi et mes collègues élus, parce que nous, on est dans nos mairies, qu'il s'agit d'une commune de 79 habitants, la plus petite, donc c'est pas loin d'ici, au Pays Basque, et la plus grande, qui n'est pas grande non plus, c'est une ville moyenne dont je suis le maire de 54 000 habitants. Je veux dire au passage, 100 000 logements, bon, écoutez, je n'y pense pas 2 secondes, à Bayonne, mais enfin, en 25 ans, nous avons accueilli 14 000 habitants supplémentaires. Et on peut y arriver. Alors, c'est pas sans problème. Je connais la question de la réserve des voisins, le phénomène NB dont on parlait tout à l'heure, toutes ces questions-là, il faut savoir les gérer. Il faut aussi, vous l'avez dit, à juste titre, savoir interroger la population autant que faire de peu. Moi, j'ai des conseils de quartier que j'ai mis en place et qui nous apportent moult approches intéressantes sur ces sujets-là. Et puis, on a un grand projet urbain qui va porter quasiment sur un linéaire de 1 km dans le quartier de la Gare, et où on a commencé par faire un travail de mémoire avec des associations de quartier y compris, avant que de poser la question de savoir, alors même qu'on est quasiment propriétaire de tout ce tellement foncier, de se poser la question de savoir, mais quelle ville de demain? C'est la question que vous posiez tout à l'heure, parce que ce qui est certain aujourd'hui, et je parlais tout à l'heure de ce sentiment de solitude, en réalité, on n'est pas seul. Parce que nos concitoyens s'intéressent beaucoup à la ville. Ils s'intéressent beaucoup. Alors, avec leurs mots, on finit par fréquenter à ce point les techniciens que vous êtes, qu'on finit par être jargonneux aussi. Ils nous habituent sans doute à mieux appréhender un certain nombre de sujets. Donc, les choses avancent néanmoins. Je pourrais tenter de dire qu'on n'est pas aidé. Alors, encore une fois, je ne fais pas une critique de l'État en général, parce que je sais combien les choses sont difficiles. Monsieur le préfet disait tout à l'heure, donner le chiffre de l'aide de l'État avec toutes les lignes confondues d'aide apportée au logement, c'est tout à fait vrai ce qu'il indiquait. Nous avons effectivement eu, chaque fois qu'on a fait une demande auprès de notre préfet, elle a abouti. Ce n'est pas une question de notre préfet, de notre département. Je parle de l'État, du système. On a compris qu'au Pays Basque, on combat un peu l'État. Et sur ce sujet-là, il y a 1000 raisons de le faire. Merci. Madame la députée, donc on a échangé, donc c'était au téléphone avant-hier, et on a évoqué pas mal de sujets. Sur ce sujet-là de la gouvernance et l'articulation locale nationale, vous m'avez dit finalement, quand on parle logement au niveau plus haut niveau de l'État, ou en tout cas ou à l'Assemblée nationale, on parle souvent moyens, mais on ne parle pas d'objectifs. C'est un des points que vous avez souligné, c'est-à-dire finalement, on parle beaucoup de moyens, d'argent, mais les objectifs, et on ne parle pas beaucoup non plus de qualitatif finalement, et de suivi des lois qu'on peut être. Quand vous entendez les deux élus locaux s'exprimer et dire à la fois
leurs regrets ou leurs projets. Est-ce que vous, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau législatif, est-ce que c'est quelque chose qui, forcément, qui vous remonte? Oui. Vous n'êtes pas surprise? Non, alors non, Non, je ne suis pas surprise. J'ai eu l'occasion de faire 3 campagnes électorales législatives et la dernière, j'ai évidemment rencontré des élus, on ne rencontre pas que des élus, mais on rencontre aussi des élus. Tous les élus n'ont parlé que du logement. Ce sujet est revenu, alors vous savez, vous avez toujours des vagues dans l'évolution de l'opinion publique, et en tout cas, ce sujet-là est revenu dans toutes les rencontres dans les mairies. Moi, je suis dans une circonscription où il y a 63 communes. Une commune fait la moitié de la circonscription et les 62 autres sont plus petites, vont de 120 habitants à 6 000. Et j'en profite pour saluer Inaki, qui est l'élu de cette circonscription, le nouveau député, et avec qui, évidemment, on aura ces questions de logement, parce que je sais qu'elles lui tiennent à cœur. Alors, du coup, je pense que le sujet de la gouvernance que vous avez abordé, il est très important. Et moi, je voulais relever peut-être 5 points de dysfonctionnement, puis essayer de voir après si on peut élaborer des solutions, des propositions à mettre sur la table. D'abord, la première, c'est qu'effectivement, je suis toujours frappée que le débat à l'Assemblée nationale, alors je ne sais pas comment c'est au Sénat, mais on parle beaucoup de moyens et pas de l'objectif qu'on veut atteindre. La dernière loi qui a été votée sur le logement, elle remonte à 2018, c'est la loi Elan. Depuis, il n'y en a pas eu, donc ça fait quand même 4 ans. Et chaque année, nous votons évidemment un budget pour l'État. Alors, il y a un petit bout sur le logement, mais la question de savoir, est-ce qu'on veut... où veut-on construire des logements? Comment veut-on les construire? Comment on se pose la question de l'urbanisme? Parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur... à l'époque, il y avait une DDE qui gérait les villes nouvelles. On inventait une ville. Aujourd'hui, on n'invente plus de villes. Mais de fait, on les invente sans le dire. Mais quand on les invente sans le dire ou sans s'en fixer l'objectif, eh bien, parfois, il manque quand même des petites choses pour que ça ait vraiment l'aspect d'une ville nouvelle. Donc ça, ce débat national, je le trouve assez décevant. Et puis, il est devenu, parce que la question est de plus en plus complexe, et vous avez évoqué l'aspect un peu jargonneux parfois, l'affaire de spécialistes. Et alors, je vais peut-être fâcher quelques-uns de mes collègues ou de mes anciens collègues, je ne sais pas comment il faut dire, mais dans le fond, à l'Assemblée nationale, vous avez entre 10 et 15 députés, et je pense que peut-être qu'au Sénat, voilà, maxi, ben voilà, je vois que ma collègue du Sénat le confirme, qui maîtrisent bien le sujet. Vous en avez invité certains ici, je pense à Stéphane Peu ou à François Pupponi, et du coup, c'est un débat qui se fait à une dizaine. Sur 577. Bon, je caricature peut-être un peu et je vais peut-être fâcher quelques-uns, mais je le dis quand même, parce que du coup, si le logement devient vraiment un débat de spécialistes, il manque son aspect démocratique. Et ça, c'est très important de pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir un vrai débat sur la ville que nous voulons, la campagne que nous voulons, les communes de taille intermédiaire que nous voulons. Je pense que ce débat-là est un peu escamoté. Je me permets de vous poser une question là, sur ce point en particulier, parce que vous dites, dans ma circonscription, je vois des élus, ils me parlent de logement. Oui. Et à l'Assemblée nationale, ce sont des élus. Oui, mais après, je vais vous dire ce qu'ils me disent et je vais vous dire pourquoi ils ont raison de râler, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Mais je vais aborder ce point-là. Okay. Et le deuxième, à mon avis, écueil qui existe, c'est que vous savez que Bercy est très puissant, et donc ça rebondit sur la question des zonages. La question des zonages, elle est abordée sous l'aspect fiscal. Elle n'est pas abordée sous l'aspect où est-ce qu'on en aurait besoin. Et je pense que pour sortir de ce piège-là, il vaudrait mieux passer en action budgétaire plutôt qu'en défiscalisation. D'ailleurs, la Commission européenne qui nous a dit « La France, vous êtes la championne du monde de la défiscalisation. Enfin, vous avez beaucoup d'impôts et donc vous faites des niches fiscales. » Bon, donc la France est championne du monde des niches fiscales. Du coup, la Commission européenne nous a imposé de retraiter les niches fiscales en dépenses. Donc maintenant, une dépense budgétaire ou une dépense fiscale, dans les fameux critères de Maastricht, c'est la même chose. Donc ce serait l'occasion de remettre aussi les choses à plat et de ne pas avoir un débat pollué par la fiscalité alors que ça doit être un débat sur le logement. En tout cas, moi, je milite pour ça, mais je ne suis pas certaine à ce stade d'être très suivie. Donc ça, c'est le premier écueil qui, à mon avis, déjà, quand vous prenez le niveau national qui décide, si déjà il y a un biais, le biais, forcément, il se retrouve à tous les échelons. Le deuxième volet, je suis d'accord sur la différenciation.
Mais le revers de la médaille, de la différenciation, c'est une montée en compétences. À l'époque, nous avions des DDE, c'est-à-dire des fonctionnaires qui pouvaient avoir des mutations, qui pouvaient avoir une évolution de carrière, qui avaient un salaire qui correspondait aussi à leur expertise. Aujourd'hui, les communautés de communes, je ne sais pas comment c'est pour la vôtre, mais courent après des agents à recruter pour pouvoir traiter ces questions urbaines et n'ont pas les moyens de les payer. Donc du coup, et ces agents se retrouvent aussi sur un périmètre beaucoup plus limité parce qu'il y a moins d'évolution de carrière, enfin c'est peut-être moins motivant. Du coup, ils viennent chez vous ou ils viennent dans des organismes privés. Mais ça pose question parce que c'est eux aussi qui sont censés décider. Et comme le dit très bien la loi, c'est l'appliquer avec discernement. Eh bien, il manque ces deux mots. Et c'est là-dessus, pour répondre à votre question, que les élus du Tarn-et-Garonne râlent avec... voilà, ils ont raison, sur la fameuse application de la loi qui vise à faire en sorte que on va diviser par 2 ou je ne sais pas par combien les zones constructibles et que vous avez des communes où il y aura plus de permis de construire qui pourront être délivrés. Une école fermée, alors qu'on a investi 2 ou 3 millions d'euros pour faire une école. Et ça, c'est du gaspillage d'argent public. Et ils le voient comme tel. Alors, pour faire ce fameux SCOT, et puis cette nouvelle modification, effectivement, ils ont recours à des consultants qui leur coûtent, en tout cas pour une commune, un pays, 300 000 euros, ce qui est beaucoup d'argent. Et donc, ils ont l'impression de rentrer dans une forme d'absurdité qui est démotivante et qui conduit, à mon avis, à faire en sorte que voilà, on ne respecte plus l'État parce qu'il impose des choses qui sont perçues comme absurdes. Et ça, il faut casser cette spirale-là parce que si elle va en s'accentuant, je pense que démocratiquement, on va avoir un très gros sujet là-dessus. Sans compter que dans des familles, voilà, vous avez des terrains constructibles qui ont été transmis dans l'arrangement. Du jour au lendemain, ils ne vont plus être constructibles, ils perdent de leur valeur. Et qui c'est qu'on va voir ? Le maire. Le maire est responsable de tout dans ce genre d'affaires, alors que ce n'est pas lui qui a décidé. Donc ça, c'est un vrai sujet, à mon avis, mais qui ne peut être traité que si on a une montée en compétences aussi en local, et ce qui suppose que, voilà, qui aujourd'hui, dans certaines communautés de communes, on ne l'a pas. Donc ça pose une vraie question sur l'urbanisme. J'accélère parce que je vois que je suis un petit peu lente. Le troisième volet, c'est la multiplicité des acteurs, mais ça a été évoqué tout à l'heure lors de la précédente. Chacun résonne en silo et dans le fond, qui est le chef d'orchestre ? Et on a un vrai besoin de chef d'orchestre, à mon avis. Le quatrième volet, c'est sur le foncier. Les revenus ont augmenté au cours des 15 dernières années, entre 18 et 20%, selon évidemment les personnes, mais en moyenne entre 18 et 20%, le foncier, le logement, de 150%, et 300% parfois dans certaines villes. Donc, si on continue, on ne peut pas avoir une telle décorrélation, ce qui, à mon avis, ça ce serait dans les solutions, suppose de mettre en place un mécanisme de blocage sur le foncier. Mais je reconnais que ça suppose une volonté politique qui soit extrêmement forte. Et puis le dernier volet, c'est qu'on ne peut pas avoir une politique ambitieuse sur le logement si on rogne les moyens. Ça a été dit ce matin, je crois, le logement, c'était 2% du PIB, il est tombé à 1,6%. Alors même que le PIB a diminué, enfin, en tout cas sur les années, donc ça veut dire que la baisse, elle est encore plus importante. Vous avez une baisse de moyens, donc là vous avez 5,5 milliards sur les bailleurs sociaux depuis 2017. La Commission européenne a dit à tous les États, c'est le moment de relancer le logement, et la France est celle qui a mis le moins d'argent budgétaire sur le logement de tous les plans de relance des 27 pays. L'Allemagne a annoncé, là, il y a quelques jours, que donc elle veut mettre 177 milliards de la rénovation énergétique. Rien que sur le logement, elle veut mettre 56 milliards. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Donc là-dessus, il y aura une vraie question budgétaire qui va se poser, qui évidemment, mais qui doit vraiment être prise à bras-le-corps, parce que sinon, eh bien, je crains que les difficultés deviennent parfois insurmontables. Merci beaucoup. Donc ça, c'était pour le constat, mais j'imagine qu'on abordera les solutions dans la deuxième phase. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à deux praticiens ou architectes et aménageurs. Donc, on va commencer avec vous, Mme
Sam Farr, donc au nom des architectes, et après je passerai la parole à François Rieussec pour les aménageurs. Ce que vous entendez là finalement, cette des fois dichotomie, est-ce que vous, en tant qu'architecte et au nom du Conseil national de l'ordre des architectes, est-ce que sur le terrain, quand vous pratiquez, quand l'habitat, enfin vous refaites la ville, l'urbanisme, est-ce que ça, vous le voyez et vous le ressentez comme quelque chose qui empêche ? Alors oui, d'abord merci beaucoup pour cette invitation. On est très heureux d'être là. Apparemment, c'est une première que les architectes soient à la tribune. C'est aussi symptomatique du fait que, effectivement, aujourd'hui, il y a une prise de conscience de notre rôle, de ce qu'on peut apporter et ce que c'est que notre métier. Mais avant de rentrer là-dedans, je voulais préciser une chose, c'est qu'on a parlé de la démotivation. La démotivation commence à apparaître aussi à notre niveau sur le terrain, parce que petit à petit, on constate que le logement est devenu un pur produit économique, par une sorte de glissement, par une sorte de dérive, par beaucoup de bonnes intentions. Les mesures effectivement de fiscales et autres qui font que effectivement on a voulu définir des produits. Nous on recevait à l'époque où il y avait des fax, maintenant par mail, des cahiers des charges où même carrément le plan est dessiné. On vous l'envoie, on vous dit ben voilà, il faut construire ça, vous allez nous faire une façade et puis on y va. Donc, c'est tout un métier de conception, de réinterprétation du besoin, de l'usage qui disparaît. Et moi, je connais énormément d'architectes qui refusent de faire du logement pour ces raisons-là aujourd'hui. Deuxième constat sur le terrain, c'est le métier de bailleur social en déconfiture, qui avait une grande connaissance du terrain, grande connaissance des besoins, et à qui on a demandé de se regrouper, à qui on a demandé... Donc là, on est vraiment dans des questions de gouvernance à l'échelle étatique, à qui on a demandé de se regrouper. On a demandé de faire un certain nombre de logements, sinon ils ne peuvent pas exister, il faut qu'ils se fassent manger par d'autres. Et donc, dans une assiette dont ils disposaient de construction, ils ont été obligés de faire plus de logements. Parce que pour augmenter le nombre. Et quand on n'a qu'une assiette et qu'elle ne s'agrandit pas, ben le logement devient plus petit. Et aujourd'hui, quand on nous demande de faire 25% de logement social sur un terrain, en VFA, parce que du coup, ils ont sous-traité le travail, effectivement, en VFA pour produire plus vite et produire le nombre, le cahier des charges des bailleurs... nous demande de faire des logements plus petits encore que ce que le promoteur nous demande. Donc ça, le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que les Français ont été enfermés dans leur logement pendant la crise du Covid. Ils ont découvert encore plus les malfaçons, la petitesse, absence de volume, de lumière naturelle, d'espace pour sortir. Ils ont découvert tout ça, en plus de sorte de malaise qu'ils avaient avant, mais que finalement, 10 heures par jour, ils étaient dehors et ils le subissaient moins. Et ils se retournent vers à qui la faute. Et finalement, ils se disent, celui qui a donné le permis de construire. Donc, c'est là où être maire, c'est très dur. Et nous, on en a conscience. On s'est rapproché déjà l'année dernière à l'occasion du Salon des maires, de l'Association des maires de France et de l'Association des maires ruraux pour essayer d'analyser la situation avec eux, leur venir en aide. Ce qui est ressorti, c'est cette absence d'ingénierie, effectivement, auquel ils n'ont pas accès. Effectivement, il y a les CAUE qui les aident grandement, heureusement qu'ils sont là. Mais il y a un véritable besoin aujourd'hui d'aide envers ces maires pour d'abord savoir toutes les mesures qui existent, parce qu'il n'y a pas que de la mauvaise gouvernance, il y a aussi des bonnes règles qui arrivent, mais il faut les connaître, il faut les appliquer. Et je vais vous surprendre, mais ça fait partie du travail de l'architecte aussi de rappeler un certain nombre d'outils dont dispose un élu et l'accompagner dans la programmation de son programme politique pour sa ville.
Donc, ne plus être au bout du fax et au bout du processus de construction à qui on envoie le truc qu'on pense que, puisque ça se vend, allez-y, faites-le. De revenir à l'idée qu'un architecte fait 5 ans d'études, sa formation consiste à faire la synthèse de toutes ces injonctions contradictoires dont on vient de parler depuis ce matin, et faire en sorte à trouver un compromis qui satisfasse le plus grand nombre. C'est ça notre métier, en fait. C'est pas le diva, le chef d'orchestre qui fait le geste, qui s'en va, etc. Ça, ce sont des légendes. Nous faisons partie de cette chaîne de la construction et nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, aider à améliorer la situation, et nous prenons notre part aussi dans la responsabilité de ce qui a été mal fait parce qu'on a accepté de recevoir le fax. Voilà. Et signer le contrat. Donc j'ai compris que vous alliez au Salon des maires, vous allez continuer votre action auprès des maires, vous allez même faire encore... Voilà, on a déclenché donc un système de un maire, un architecte, parce que le nombre fait qu'il y a 30 000 inscrits à l'ordre des architectes, c'est à peu près l'équivalent des communes en France. Et donc, théoriquement, on devrait pouvoir venir en aide autant que possible. Bon, il se trouve que pour les architectes aussi, il y a le désert, l'équivalent du désert médical. Hein. On a un travail aussi à faire à inciter les jeunes à s'installer un peu plus dans les zones rurales et les petites villes. Et là, pour revenir à la question de gouvernance, il y a la question de la mobilité. Hein. Moi, je tenais beaucoup à en parler. On peut dire que ce n'est pas notre sujet. Oui, mais ça fait partie des constats qu'on fait. Effectivement, aujourd'hui, on a 2 équations à régler. Nous aussi, comme professionnels. D'abord, c'est de ne pas faire qu'un logement désirable, mais de faire à la fois un logement désirable, abordable et soutenable. Déjà, voilà, les 3 en même temps. Et deuxièmement, l'autre équation que nous avons tous ensemble à résoudre, c'est de rapprocher le logement des services et du lieu de travail. Il se trouve qu'effectivement, faire 40 km en moyenne pour les Français pour aller travailler, ils ne veulent plus de ça. Effectivement, c'est un changement de paradigme, une prise de conscience générale, une conjonction de situations qui fait que tout le monde est mûr aujourd'hui pour œuvrer à améliorer ce système et donc enfin aider les petites villes et les villes moyennes à raconter leur récit de territoire et de dire comment chaque ville, en fonction de son histoire, peut se densifier ou devenir un cadre de vie acceptable à sa manière. On parlera des solutions après. Exactement. Voilà, on a un petit... Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué les 40 km de distance, et donc la transition se fait presque naturellement avec François Riossec, donc les aménageurs, sur la conception, le concept ou la conception, la réalité d'un aménagement, et aussi un propos que vous reprenez assez souvent, qui sont les injonctions contradictoires, qui est quand même quelque chose qui finalement, injonction contradictoire, souvent c'est quand on veut parler de national et de local, on fait injonction contradictoire et on a à peu près tout dit. Vous aujourd'hui, vous l'avez, vous le vivez, c'est comme ça que une partie des aménageurs vivent aujourd'hui un certain nombre de textes et de règlements. Je crois que bonjour, merci pour votre invitation sur ces débats qui sont toujours très intéressants. Je crois qu'on l'a dit à de nombreuses reprises, aujourd'hui, vous avez parlé d'injonction de l'État vers les différentes collectivités, d'application normée dans les territoires, quels que soient les territoires, etc. Mais je crois que le fond du problème, c'est pas tellement que les modalités juridiques ou administratives du permis de construire, d'aménager, de la procédure, etc. Le fond du problème, c'est qu'il y a une injonction sur un modèle urbain, sur un mode de vie, sur une manière de construire les villes ou les villages, ou de ne plus les construire. Hein. Donc, et ça vient, c'est de l'ordre du non-dit, me semble-t-il. Le débat du logement a été totalement absent des campagnes présidentielles et législatives, alors que c'est
on le sait, le principal poste de dépense et de budget des ménages. Moi, je vous cite aussi quand même le chiffre important que le temps de travail dans une vie humaine a divisé par 3 au cours du dernier siècle. On n'est plus qu'à 12% du temps de vie éveillé. 8% du temps de vie global. Et le temps de trajet, domicile-travail, c'est de l'ordre de 1%. Or, on est en train de faire, et l'État met en place des politiques qui veulent réduire la liberté de se loger, il faut dire les choses, et notamment de choisir son type de logement. Vous savez qu'il y a 2/3 des logements des Français plutôt qui sont logés dans des maisons individuelles, que c'est le désir 85% quand on interroge les citoyens. Il n'y a pas que ce modèle. Nous, aménageurs, nous faisons la mixité. Notre métier, c'est de loger tout le monde, 100% des Français, avec la part de social, d'accession, de libre, de petits, grands, collectifs, individuels, etc. Mais c'est ce non-dit qui pèse. C'est le non-dit de vouloir amener à une suppression de l'individuel, de la maison, du jardin, avec l'idée que si on donnait à cette maison un titre un peu dérisoire comme pavillon, c'est un mot un peu cheap, démodé des années 60, on fait avancer le débat. Donc, et quand la ministre du Logement est rentrée sur ce thème, tout de suite, ça fait une esclandre nationale et hop, elle est revenue en arrière. Mais c'est bien ça qu'il y a derrière toutes ces lois et toutes ces règles, la difficulté pour vous, élus locaux, d'appliquer une planification. Et ces planifications se font à travers un ensemble de plans, de règlements. Alors c'est PLU, SCOT, on a rajouté le SRADET qui va tordre le bras entre les collectivités. Et on va demander à la région de tordre le bras des élus locaux, de supprimer des potentiels de constructibilité, etc. Enfin bon, je ne reviens pas là-dessus. Donc c'est bien... cet enjeu, c'est un enjeu qui, moi, me semble complètement déconnecté de la réalité de nos territoires. Il faut savoir qu'il y a 8% du territoire national qui est urbanisé, dont le tiers sont des parcs et jardins. Et dans les 30 ans qui viennent, si on urbanisait les 25 000 hectares par an que l'on fait depuis une dizaine d'années, en moyenne, on urbaniserait 1,2% du territoire de plus, c'est-à-dire qu'on passerait de 8 à 9,5% du territoire urbanisé, dont toujours le tiers en parc et jardin. Donc on est sur une espèce de psychose et d'objectif d'amener avec un impact qui est négatif, qui ne fait que continuer une politique qui a une vingtaine d'années et qui a produit des effets pervers. Et les effets pervers que moi je flèche, qui sont la dispersion des citoyens qui, ne trouvant pas à se loger selon ce qu'ils souhaitent, sont allés chercher plus loin, plus cher. Et ça a été cette dispersion de l'habitat, le mitage, qui a coûté... notamment lors des incendies douloureux, et ou bien également une volonté de densifier, d'imperméabiliser, qui va être contre-productive, puisque je rappelle que vous savez que l'eau de pluie qui tombe sur un terrain agricole s'infiltre à 80%, 65% de l'eau qui tombe dans une ville avec parc et jardin s'infiltre, 65%, et 15% seulement dans une ville dense, bétonnée. Donc on voit bien qu'on est en train d'impliquer, d'orienter sur un modèle qui va être même contre-productif sur ce qu'on cherche au niveau du climat, de la résilience. Au moment où on veut planter, on va densifier, on va bétonner. Enfin, vous voyez, on est dans le délire. Enfin, excusez-moi, je prends des mots un peu forts pour dire qu'on est au moins dans la contre-productivité. Voilà. Là, vous visez quoi en particulier? Enfin, un ensemble de textes, ou la loi climat en particulier? C'est la loi climat qui veut diviser par 2 pour densifier, oui. Et obliger à faire du collectif. Et le modèle, quand on sera à zéro urbanisation, ça va être de détruire des quartiers de maisons avec jardin pour faire des quartiers d'immeubles. Il faut parler français. Et les Français ne sont pas bêtes, ils le savent. Une fois encore, il faut tous les types de logements. Mais encore faut-il le permettre, l'orienter et le négocier localement. Voilà. Et donc, nous, ce que nous mettons en avant, c'est le besoin que ceux qui font vraiment
la ville, c'est-à-dire les élus locaux et les opérateurs, les professionnels, nous puissions négocier des modèles de développement, faire un pacte territorial de développement, qui serait des pactes d'opération, en disant nous allons faire tel quartier, il y aura telle typologie, telle forme, etc. Si vous voulez, on va le négocier avec les architectes, les bureaux d'études, les paysagistes, etc. Enfin, et tout ça, bien évidemment, sous le regard et avec la concertation locale des citoyens, et puis ce sera des pactes validés par le préfet. On est là dans une démocratie républicaine, hein. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on remette en cause ces typologies qu'on veut imposer et qu'on ose dire qu'on doit pouvoir négocier la manière de vivre localement avec des objectifs réalistes et donc un meilleur partenariat. Ce qui revient à dire, et ce que je dis est un peu... ça n'a pas l'air, mais ça remet en cause quand même, notamment l'organisation administrative de la planification, qui vous avez d'un côté des élus qui carburent avec leur bureau d'études, qui sortent des plans, alors concertation, ça dure ce que ça dure, et on prend sur l'estomac des documents qui sont peu ou mal applicables parce qu'on n'a pas été associé à la pensée du document. Et ensuite, lorsqu'on veut sortir un projet, il faut modifier le PLU, on va avoir à modifier le SCOT, maintenant il faudra modifier le SRADET en plus, 2-3 ans par modification, enfin on n'en sortira plus. Donc gagner du temps, ça veut dire qu'il faut, je pense, se mettre d'accord entre acteurs locaux, entre acteurs sur les objectifs et les moyens d'y arriver. Au moins ça. Voilà. Et puis ensuite, au niveau des solutions, je parlerai un petit peu du comment, au niveau de l'opération, arriver à répondre aux problèmes des citoyens, qui est cette inquiétude climatique et modifier notre façon de faire la ville et d'intégrer les fonctions des sols. Alors ça, on va y venir. On a fait, merci beaucoup, un premier tour, si je puis dire, et le temps passe très vite, hein. Donc c'est bon signe, mais voilà, Jean-Luc va commencer non, ça va. Non, Jean-Luc, il est bien. Voilà, il nous écoute. Donc, on refait un tour. Donc, on redémarre avec... Alors, l'intitulé, je finis pour produire de l'habitat désirable. Hein. Vous l'avez tous un peu évoqué, finalement. Est-ce que l'offre répond à la demande? Est-ce qu'on connaît bien la demande des citoyens? La demande, pardon, elle est multiple. Vous l'avez souligné dans votre introduction. Pas toujours évident de répondre à toutes les demandes au bon endroit, au bon prix. Bon. Mais quand même, il y a souvent le mot de qualité qui revient. Hein. On parlait de quantitatif, mais pas forcément de qualitatif. Vous, aujourd'hui, Monsieur Bord, qu'est-ce que ça veut dire un habitat désirable? Et est-ce que vos administrés et vos locataires, ils ont une bonne idée de ce qu'ils veulent? Le réseau Procivis, depuis la crise Covid, en fin de compte, interroge au mois de novembre un panel d'à peu près 9000 avec Harris Interactive, 9000 Français sur leurs besoins en matière de logement. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'en sortie de Covid, là, en juin 2020, on nous annonçait l'exode rural, on nous annonçait tout un tas de choses. Nous, on y croyait qu'à moitié, donc on s'est dit, on va quand même le vérifier. Et donc, ça reste encore à confirmer, d'ailleurs. Mais sur le besoin de logement, effectivement, François l'a dit, il y a cette aspiration qui est assez contradictoire avec la politique que l'on veut. Moi, je ne suis pas un ardent défenseur de la maison individuelle, mais je crois qu'en même temps, une politique, elle ne peut pas aller de façon brutale, définitive, contre l'aspiration majoritaire des citoyens. Donc, on a quand même une petite contradiction par rapport à ça. Et derrière ça, je voudrais revenir pour expliquer un peu notre position, la position du réseau Procivis sur le dossier de l'artificialisation nette. Alors, Dominique l'a dit tout à l'heure, je ne reviens pas sur la rédaction des décrets qui sont quand même à reprendre. Alors, je ne sais pas qui va reprendre tout ça et dans quel calendrier, mais il va falloir quand même que ça se fasse. Je ne reviens pas sur le débat qui est le même pour moi que pour le zonage, en disant ça ne peut pas être appliqué partout de la même façon, parce que sinon on va se retrouver avec les mêmes difficultés qu'avec le zonage. Mais en même temps, et ce n'est pas la période d'été qu'on vient de vivre qui doit nous faire, à mon avis, changer de position, on voit bien que tout ce qui a trait à la transition environnementale, ça quand même, c'est nécessaire. Et tous les élus, et moi qui suis élu d'une ville de première couronne, on voit aussi que l'étalement urbain, il a ses limites. Donc on ne pourra pas continuer de grignoter, de s'étaler, parce que ça coûte aussi sur des choses
autres demain, c'est les réseaux techniques, c'est les réseaux de transport, c'est voilà. Donc pour une collectivité, il y a des coûts derrière en deuxième temps qui sont aussi importants. Donc comment est-ce qu'on arrive à concilier cet objectif-là avec, on l'a dit, et c'est en lien avec la difficulté sur les permis de construire, la réticence sur la densification. Je pense qu'il y avait eu des propos assez malheureux à l'automne dernier de la part de la ministre sur la densification, qui laissait penser là aussi qu'on allait mettre partout des tours. Voilà, on allait faire de collectifs absolument partout. Ben non, la densification, elle ne se fera pas pareil en première couronne en Ile-de-France, elle ne se fera pas pareil à Bayonne, je suppose, elle ne se fera pas pareil à Laval où j'habite, sur l'agglo de Laval. Et donc, il faut trouver la bonne carburation et le bon dimensionnement de cette densification. Après, elle est difficilement acceptable par la population. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'il y a 3 acteurs qui doivent s'entendre sur la construction de la densification des villes en fonction des caractéristiques des villes. C'est bien évidemment l'élu local, le promoteur, enfin l'investisseur, promoteur, bailleur social, peu importe, le maître d'ouvrage, et l'architecte. Et à nous de reconstruire et de faire accepter cette densification et de faire en sorte qu'elle ne soit pas brutale comme parfois ça a été compris. Je ne dis pas que ça a été réalisé, mais ça a été compris. Et moi, je voudrais... le réseau est plutôt un partisan du ralentissement du diffus, mais par contre, souhaite remettre un peu la maison individuelle, qui est l'aspiration première des habitants, comme étant peut-être moins, on va dire, stigmatisée. Et je pense qu'on a à construire ensemble, et il y a déjà des exemples qui existent, des aménagements et des nouvelles formes urbaines qui permettent d'avoir une densification, notamment individuelle, qui aujourd'hui est assez mal, peut-être encore assez mal perçue, assez mal comprise, alors que je reste persuadé que si on regarde ce qui se fait sur les territoires, y compris sous l'angle de la promotion immobilière, il y a un certain nombre d'opérations qui sont réalisées aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à faire 15-20 maisons à l'hectare en maisons individuelles. Bon, voilà, sauf que ça ne se fait pas sans penser à tout l'impact autour, et ça ne se fait pas comme ça sur un terrain complètement isolé, sans penser à un peu plus large. Et ça nécessite de s'approprier. Le deuxième sujet, par rapport à cette urbanisation acceptable, et à partir du moment où on se dit qu'on a l'objectif de ZAN et qu'on doit densifier, c'est la requalification des centres-villes. Nous, alors Bayonne, je pense, est un bon exemple sur le sujet, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur ce qui se passe à Bayonne, donc je laisserai monsieur le maire intervenir là-dessus sans doute, mais il faut juste qu'on ait en tête plusieurs choses. La première, c'est que ça coûte toujours plus cher de requalifier de l'urbain existant que de s'étaler. Il faut déjà avoir ça en tête. Première chose. Deuxième chose, c'est beaucoup plus long. Parce qu'il faut utiliser ce qu'on n'utilise peut-être pas assez, les droits de préemption, tout un tas d'outils qui sont à notre disposition, à disposition des élus en l'occurrence. Et ça, il faut vraiment s'inscrire dans cette ambition-là, dans cette exigence-là. Et donc, c'est beaucoup plus long. Et puis après, on a un sujet qui est peut-être différent suivant la taille des villes. Et là, je pense notamment aux 222 villes qui sont cœur de ville. C'est qu'on n'a pas nécessairement, même s'il y a des choses qui ont été créées, les outils de portage. Parce que du foncier, et la culture foncière, elle est faible quand même. Elle est relativement faible. Nous, c'est notre matière première, donc on en a besoin, mais globalement, elle est assez faible, la culture de la maîtrise foncière. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à utiliser ou à mobiliser des outils de portage qui peuvent être des outils mixtes, parce que la collectivité, elle a son rôle à jouer, notamment si on veut faire jouer les droits de préemption, il n'y a qu'elle qui peut préempter, et puis des opérateurs qui sont capables, plus ou moins, de porter. Mais à une condition, c'est qu'on ne vienne pas nous changer la règle d'urbanisme entre le moment où on décide d'on peut porter et le moment où on peut sortir. Parce que sinon, personne ne va y aller. Donc il y a une architecture à trouver par rapport à ça pour faire en sorte que les aménageurs aujourd'hui, et je pense que les aménageurs ont encore une place importante à prendre, qu'ils n'ont pas nécessairement prise, à mon avis, sur cette requalification des centres-villes ou des zones urbaines, pour arriver justement à concilier le fait qu'on arrête de s'étaler et d'aller construire en périphérie, et qu'on arrête et qu'on privilégie le fait de construire en centre-ville. Et puis, dernier élément, qui est un élément plus vis-à-vis de la clientèle, je pense notamment à l'accession à la propriété, comme on peut penser quand même que zéro, ça ne sera pas tout à fait zéro, et qu'il y aura quand même des lotissements qui se feront de façon encore un peu classique, en première ou en deuxième couronne des villes, eh ben, ça sera toujours moins cher pour un accédant à la propriété d'aller faire construire à 15 km ou à 20 km que d'investir en ville. Donc là, il faudra bien trouver à un moment donné
Alors il y a le BRS, qui est un élément qui permet de solvabiliser et certainement de rendre un peu plus en capacité de faire les opérations en centre-ville. Je pense aussi à des dispositifs comme le PSLA qui méritent encore d'être dopés. Notamment, il y a des projets qui sont portés sur l'allocation-accession dans l'ancien qui, à mon avis, méritent encore d'être affinés parce qu'on n'y arrive pas nécessairement, c'est compliqué. Faut aussi se dire que les dispositifs type de Normandie dans l'ancien, bon, pas considérer que le résultat soit à la hauteur de l'enjeu. Voilà, donc comment est-ce qu'on arrive, une fois qu'on a franchi les premières étapes qui permettent de réaliser des opérations et de les envisager, à faire en sorte que pour un acquéreur potentiel, et je pense notamment à la population d'accession sociale à la propriété, parce que je vais mélanger mes deux casquettes un peu, mais les élus, quand les élus veulent voir un promoteur, enfin sous ton contrôle, Pascal, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils nous disent on veut des logements qui permettent de faire revenir des familles en ville. C'est ça que l'élu, souvent, il veut. Or, aujourd'hui, l'équation économique entre nous sommes capables de sortir des logements qui permettent à cette population-là d'acheter, et d'acheter dans des conditions où c'est plus intéressant, plus solvabilisateur pour elle que la périphérie, elle est très compliquée et elle n'est pas atteinte. Donc voilà, c'est toute cette articulation-là qu'il va falloir arriver à mettre en place. Je ne suis pas certain que ce qui a été imaginé à Exane permette de le faire, mais je pense que si on s'y met tous, et notamment, j'insiste bien sur le trio collectivité locale, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, on doit être capable de faire progresser sans doute l'acceptation de la densification, à une condition évidemment qu'on n'aille pas laisser penser qu'elle se fait partout au même degré et au même calibrage, parce que sinon on effraie tout le monde et on n'y arrive pas. Merci. Alors je vais continuer dans le même sens avec maintenant M. Etchegaray. Au fond, est-ce que vous faites le même constat, et notamment le sujet collectif mais individuel, est-ce que cette demande-là, vous la ressentez de la même façon dans un autre endroit de la France qui est le Pays Basque? Oui, alors... il y a un attachement à la terre au Pays Basque qui est ancestral. En même temps, on a conscience au Pays Basque, et le PLH témoigne assez bien de cette prise de conscience, c'est que il faut rentrer dans une certaine logique d'intensité urbaine. Je dis intensité parce que Madame la vice-présidente du Conseil de l'Assemblée nationale me disait à l'instant, me dit mais la densité, les gens n'aiment pas ce mot. Et elle a raison, parce que c'est presque un gros mot aujourd'hui. Ne dites pas densité en mer, et il m'arrive quelquefois de tenter de convaincre des maires en disant il faut mettre un peu plus de densité dans ton projet, c'est pas le mot. Et pourtant... Et intensité, ça passe mieux. Et pourtant... Oui, alors... je crois pas que ce soit qu'une question de mots. C'est la réalité qui gêne. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient tous conscience de ça. Alors, évidemment, quand ça vient du maire de Bayonne, dans lequel on a créé, dans les années 70, la ZUP, où nous avons 13 étages. On me dit, ah, tu veux mettre la ZUP dans mon village? Non, je ne veux pas ça du tout. La densité, elle est déjà dans un R+2. La densité est suffisante en R+2 dans certaines situations. Il y a des pavillons en bande aussi. Alors, excusez-moi, on parlait tout à l'heure de pavillon, mais en tout cas, un habitat pavillonnaire qui effectivement permet, avec un jardin de 200 à 300 mètres carrés, de parvenir à certains niveaux de densité équivalents à ce que donnent les immeubles de 10 ou 12 étages. On avait fait une étude à l'agence d'urbanisme que je préside pour arriver à convaincre un certain nombre de collègues maires que la densité, on y parvient d'une manière très diverse et sans s'en rendre compte, un peu comme Jourdain, sans le savoir. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire de l'homéopathie, mais je suis en train de dire qu'il faut quand même préparer les esprits à cette idée qu'il faut construire plus haut. On ne va pas aujourd'hui, personne n'imagine pouvoir faire des lotissements avec des lots de 3000 ou 4000 mètres carrés. Pourtant, on a vécu ça. On a vécu ça il y a 40 ans. Moi-même, j'avais une maison sur un terrain de 3-4 000 mètres carrés. C'était à la campagne, c'était à l'époque où... Aujourd'hui, c'est considéré, et à juste titre, à mon avis, comme quelque chose de... Alors, pas criminel, mais quelque chose qui n'est pas satisfaisant sur le plan de l'éthique. Alors, donc, je pense qu'on a un sujet de la densité qu'on ne sait pas régler. Alors ça, c'est un problème des élus, mais c'est le problème du rapport des élus avec les riverains.
le permis de construire qu'on délivre à tel endroit et qui fait R+2, +3, moi j'ai des tas d'exemples dans ma ville où, parce que si on a effectivement 14 ou 15 000 habitants supplémentaires, vous pensez bien, c'est pas des maisons individuelles, ce sont évidemment des collectifs. Et chaque fois, bien évidemment, se pose cette question de la densité. Il est acceptable de mettre du R+2, R+3 maximum, à côté d'une maison, d'un quartier où il y a des maisons individuelles. Mais ce n'est pas tout à fait accepté. Alors, ça se négocie, ça se vérifie, quartier par quartier. Moi, je fais des réunions. Voilà. On fait des visites de quartier avec les habitants, en essayant d'imaginer, dans l'absolu, comment est-ce qu'ils considèrent une densité acceptable. Alors, ma foi, on y arrive, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Le résultat, malgré tout, c'est qu'ils finissent, il faut le dire, par gagner, parce qu'on fait moins de densité, enfin en tout cas moins de collectifs qu'on aurait voulu en faire pour pouvoir loger des personnes, parce que les opérations dont je vous parle, c'est des opérations avec 35 à 40% de logements sociaux. Dans ma ville, je suis dans les opérations qui font au minimum, on a 28% de logements sociaux à Bayonne. Donc on satisfait les obligations de la loi SRU depuis fort longtemps d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la population qui est éligible au logement social, c'est 72% chez nous. 72%. Et les produits que l'on livre, que la promotion privée livre sur le marché de l'immobilier, eh bien, il n'y a que 28% de la population qui est capable d'y accéder. Alors, vous avez compris, le rapport entre 28 et 78, on est dans ce décalage qui est énorme. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être sérieux. Si on ne veut pas construire et faire de la verticalité, on n'arrivera pas à écraser le prix du foncier. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'anticipation. Il est tout à fait vrai ce qui a été dit ce matin. Il faut anticiper. On est d'accord. Et quand on ne l'a pas fait, on fait quoi? Reconstruire la ville sur la ville. C'est ce qu'on tente de faire aussi. Mais il y a des fois où il n'y a pas d'autre solution qu'effectivement, pour satisfaire les besoins de la population, où on est dans un bassin de vie où, par exemple, sur Bayonne, il y a 30 000 emplois. Et nous sommes 54 000 habitants. Mais les 30 000 emplois, c'est des personnes qui viennent de partout. Bien évidemment, ils n'habitent pas tous Bayonne. Ils habitent d'un peu partout. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il nous apparaît nécessaire d'éviter ces déplacements qui sont coûteux. Je ne pense pas aux dépenses d'énergie, mais je pense à tout ce qu'il y a autour de ça, y compris les questions de sécurité, de santé aussi, parce que quand on roule, on prend davantage de risques que quand on roule moins, etc. Alors, donc oui, je pense que il faut aborder la question de la densité. Alors, trouver peut-être un autre mot. Mais, voilà, on est des urbanistes, des sociologues. Ils vont peut-être trouver quelque chose qui soit plus acceptable. Mais enfin, ça sera tout la même chose. Après, je termine juste en disant que sur la question du portage foncier, mon collègue avait raison de dire tout à l'heure que, bon, on a une vraie question de portage foncier. En fait, si on a des opérations d'envergure à régler, on a un problème de portage et un problème d'aménagement. Un problème de portage foncier, alors qu'on peut régler, c'est ce qu'on a fait ici avec un établissement public foncier local du Pays Basque que nous avons donc mis en place et qui remplit parfaitement son office. Je crois que son directeur était avec nous tout à l'heure et qui fait le job et avec les élus qui sont membres de ce conseil d'administration. Ce qui veut dire qu'on parlait tout à l'heure de gouvernance. Voilà un bon exemple de gouvernance. Ce sont les maires qui sont membres de ce conseil d'administration de l'EPF, de l'établissement public foncier, et qui suivent de près ce dont il s'agit. Et puis après, nous sommes en train de mettre en place une société publique locale d'aménagement parce que ce métier d'aménageur qui est exercé pour partie chez notre bailleur social adossé à notre communauté d'agglomération qui habite à Sud-Atlantique, dont le directeur général est également dans l'Assemblée, il l'assume. Mais en fait, nous avons beaucoup de projets à réaliser qui relèvent d'un métier que nous n'avons pas, voilà, qui est un métier d'aménageur. Alors, ceci nous amène à créer, c'est actuellement en cours de constitution, cette société publique locale d'aménagement. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord poser des questions, donner la parole à Madame Samphar. En tant qu'architecte, d'abord, densité, intensité pour un architecte, quelle est la signification Et puis, je crois que vous avez on parlait tout à l'heure de requalification des centres-villes. Vous avez un exemple à nous donner à Arras, vous me l'avez expliqué hier soir, qui me semble assez intéressant finalement, en création de logements. Donc, intensité, densité.
Bon, déjà, effectivement, il s'agit de la question aussi de comment réparer ce qui existe déjà. Pour en arriver à Arras, et effectivement, construire la ville sur la ville, finalement, c'est aussi de réparer cette ville par-dessus laquelle on veut construire. Et donc, apporter des solutions à cela et rendre ces centres-villes plus attractifs pour que les populations, les familles reviennent et vivent dedans et qu'on puisse utiliser les infrastructures qui sont déjà en place. La question de la densité, pour nous, comme ça a été abordé, ça dépend sur quel territoire on en parle. Un très bel exemple ici, c'est le travail qu'a fait le COL, le comité ouvrier du logement à Espelette, où c'est un corps de ferme qui a été transformé en logement groupé. C'est un schéma de densification en logement en bande, mais aussi avec l'utilisation de l'outil BRS. Et ça a pu loger 5 familles, de mémoire, je pense que c'est 5 logements qui sont adossés les uns aux autres. C'est petit, ça paraît anecdotique, mais si on démultiplie ce genre de solutions dans un endroit qui est si peu dense, ce sont des solutions intéressantes pour ce territoire-là. Donc ça, c'est un exemple intéressant. L'autre exemple, effectivement, la ville d'Arras, qui bénéficie du programme Action Cœur de Ville. Centre-ville désert, magnifique, mais désert. Les commerçants sont partis. Les logements au-dessus des commerces n'ont pas d'accès direct, donc condamnés à être vides. Et le maire prend l'initiative à travers effectivement ce programme. Il a embauché en interne un architecte et il a préempté ces commerces et ils ont regroupé 2 par 2 ou des fois 3 commerces pour pouvoir créer des entrées indépendantes à travers ces commerces, réhabiliter les logements qui sont au-dessus. Ils les ont vendus, ils les ont loués à 100%. Il y a une liste d'attente maintenant pour les commerces qui ont repris et que le centre-ville est entièrement réinvesti. Et cette belle ville est devenue une ville attractive. Et maintenant, il y a son cinéma qui était un peu en désuétude et a repris. Ils sont en train de faire un projet d'agrandissement de ce cinéma. Donc, effectivement, ça, ce sont des belles histoires aussi de densification par des petites astuces. Il a fallu juste créer des entrées indépendantes à ces logements pour que les gens reviennent habiter et que les commerces reprennent. Donc, l'attractivité peut se créer à travers ce type d'exemple. Pardon, juste sur ce dispositif, c'était porté par la ville, évidemment, avec Action Cœur de Ville, d'un point de vue financier. Voilà, bien sûr, donc de la gouvernance. Oui, tout à fait, ouais. Intelligente. Vous évoquez aussi les communs. Expliquez-nous Oui. Ça, c'est un... Ouais. Alors, effectivement, merci de me le rappeler. J'allais oublier d'en parler, alors que c'est mon cheval de bataille. Effectivement, on nous interroge aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans le côté soutenable ? Les Français sont mûrs, ils mettent leurs verres dans des bacs de verre, leurs légumes dans des composts, leur papier dans leur bac, enfin, ils trient, quoi. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, ils l'ont accepté, c'est responsable, ils le font. C'est pas sans contrainte, mais ils le font. Je pense qu'ils sont mûrs aussi pour trier leur espace. Trier leur espace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en tout cas, ce qu'on essaye de porter, et qu'ils sont assez à l'écoute. Finalement, c'est nous qui avons été à l'écoute de leurs demandes. On nous demande aujourd'hui d'avoir des espaces, des logements plus grands. Or, on vient de dire ZAN, assiette foncière limitée, c'est fini. Il n'y a plus de terrain pour que tout le monde puisse avoir plus de surface. Donc, à un moment, il faut qu'on réfléchisse l'échelle d'utilisation de chaque espace. Qu'est-ce qu'on utilise dans le quotidien ? Qu'est-ce qu'on utilise une fois par semaine ? Qu'est-ce qu'on utilise une fois par an ? Quand on achète une perceuse, sa durée d'utilisation, c'est 12 minutes. On l'utilise 12 minutes dans toute sa vie. Bon, ok, je ne suis pas bricoleuse, mais je ne parle pas que de moi-même. Donc, peut-être qu'il serait opportun que nos outils
à l'échelle d'un îlot, à l'échelle d'un quartier, on les rassemble et que les 20 mètres carrés qu'on dédie à un atelier de bricolage pour monsieur deviennent un atelier de bricolage pour tout le quartier. Ces 20 mètres carrés, je ne les rends pas au promoteur. Je le garde dans l'appartement. Ça devient un espace de vie. Voilà, ça c'est la question de la mise en commun. De la même manière, la buanderie, ça peut se réfléchir. Peut-être que la grosse machine pour laver la couette, on la lave combien de fois par an? Est-ce qu'on ne peut pas les... Vous voyez? Non, mais c'est dans notre métier, effectivement, on rentre dans l'intimité des gens. Mais c'est en discutant avec eux dans ce genre d'utilisation qu'on arrive à trier avec eux ceux qui peuvent partager, donc, ceux qui peuvent mettre en commun. L'idée, c'est d'optimiser Optimiser l'espace pour en avoir le plus possible pour l'utilisation au quotidien. De la même manière que dans l'espace urbain, un maire qui a investi pour une école, qui est en train de faire aujourd'hui sa cour d'école Oasis, peut ouvrir la porte de cette école Oasis le week-end et les vacances scolaires pour que ça devienne un square urbain. Il le met en commun, ça devient un espace en commun. Donc ça, je pense que ce sont des pistes aujourd'hui pour qu'on rende soutenables nos constructions, tout en apportant de la désirabilité et de qualité de vie dans nos espaces. Donc quelques exemples, il y en a beaucoup, les solutions existent. Il faut être positif, se quitter sur des notes positives. Merci. Alors, je laisserai Madame, merci. Rabaud, Madame Rabaud, vous ferez la conclusion, si vous voulez. On va continuer sur votre gauche avec intensité, densité, optimisation des espaces, c'est finalement aussi le rôle. Et faire l'habitat désirable, c'est aussi votre rôle, finalement, en tant qu'aménageur. Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, donc nous avons deux propositions. La première, c'est cette contractualisation entre élus et opérateurs sur des opérations qui seront à la fois opérations autorisées et qui se substitueront aux règles de PLU. C'est-à-dire que il faut sortir de ces temporalités, de ce millefeuille administratif qui fait perdre 2 ans, 4 ans, 6 ans, etc. quand on les rajoute. C'était le cas des AC, c'est le cas aussi des déclarations de projets, mais qui sont très peu utilisées pour des raisons de complexité. Bref, on a dans la besace juridique française des exemples qui peuvent être utilisés et simplifiés. Donc c'est rendre le projet opérationnel et le négocier localement en fonction des différents besoins, des différentes typologies, des différentes densités, etc. Bon, et avec des notions d'équipement public, et on réglera le problème du foncier en même temps. La deuxième proposition opérationnelle que nous avons, c'est le permis d'aménager bioclimatique. Il faut impérativement qu'on réponde dans les opérations aux soucis de climat, de résilience, à l'inquiétude environnementale de nos concitoyens et qu'on y réponde de façon efficace. Moi, je suis contre le greenwashing. Je ne défendrai pas les plantations d'arbres sur dalles, le lierre aux fenêtres, etc. Si vous voulez, c'est sympa, ça rendra service, mais ça ne sera pas efficace. Donc, ce que nous proposons, c'est d'intégrer ce que l'Europe a appelé les fonctions des sols. Donc, c'est en 2012 que l'Europe a pris une orientation de sauvegarde des sols pour sauvegarder les 4 fonctions qui sont d'une part la fonction de production agronomique, la résilience climatique par l'évapotranspiration des plantes, le stockage carbone et hydrique et puis la biodiversité nécessaire à la vie. Et lorsqu'on applique ces fonctions des sols à une opération d'une certaine taille, on peut parfaitement créer une ferme d'agriculture urbaine sur 1000-2000 m² en aquaponie. On produit 20 tonnes de fruits et légumes sur 1000 m². On fait vivre un jeune agriculteur qui peut joindre d'ailleurs une production de poissons, etc. Enfin, peu importe, je ne vais pas faire un cours d'agronomie. Mais sachez que ça se fait, c'est efficace. On peut régler ce type de problème avec toutes sortes d'autres techniques d'agriculture urbaine. C'est une façon aussi de faire vivre le quartier. La deuxième fonction qui est bien sûr la résilience climatique par l'infiltration de l'eau et la plantation d'arbres. Vous savez qu'on réduit
la température de 6 à 8 degrés selon un quartier, ce qu'on appelle un îlot de chaleur où il y a réverbération entre les murs. Voilà. Donc on a une vraie efficacité. Il faut une canopée qui atteigne quand même pas loin de 40% du quartier. D'où l'importance de la pleine terre. La troisième fonction, c'est la biodiversité à travers des haies. Lorsqu'on crée des haies, on peut, sur un quartier de 50 ou 100 logements, on peut avoir plusieurs kilomètres de haies et donc on fait revenir une vie biologique. Et enfin, le stockage carbone et hydrique se fait avec ces techniques. Et puis, on est en train, avec les nouvelles techniques solaires, toutes les techniques de bâtiment, en train de faire des quasi-miracles. Vous savez que les producteurs de ciment sont en train de produire du ciment bas carbone, etc. Donc, on a des techniques aujourd'hui qui nous rendent véritablement optimistes sur la façon d'apporter des solutions environnementales et techniques. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de sortir de cette dualité entre la ville qu'on devrait hyperdensifier et la campagne qu'on devrait sauvegarder, mais il se trouve que les sols agricoles, les agriculteurs le reconnaissent aussi, sont de plus en plus artificiels. Donc on a un schéma intellectuel qui n'est pas valide. Et cette dualité, cette sauvegarde n'a pas de sens. Il vaut mieux intégrer les fonctions des sols pour apporter des solutions crédibles à nos concitoyens et qu'on complétera avec les innovations des écomobilités, etc. Là aussi, lorsqu'on fait un quartier avec un foncier abordable parce qu'il a été maîtrisé en amont avec l'aide de la collectivité, à ce moment-là, on peut intégrer ces nouvelles mobilités écologiques, etc. Donc on a des outils, encore faut-il, et qui vont rendre le quartier plus abordable. Quel riverain pourrait s'opposer à ce que des enfants aillent aux écoles à pied en traversant un quartier planté, etc. Quel riverain s'opposerait à ce qu'il y ait une construction de services, etc. Vous voyez, on est en train de résoudre le problème par la qualité du quartier et des fonctions qui vont être des fonctions environnementales qu'on peut intégrer. Voilà, ça c'est le gros. On est en train d'outiller au niveau national cela. Et puis, bon, je crois que Pascal Boulanger a cité un certain nombre d'autres propositions fiscales de soutien aux élus locaux sur permettre la rotation des fonciers en modifiant les plus-values foncières. Nous, on a aussi le permis d'aménager multisites qui permet justement d'intervenir sur des cœurs de ville et de le bonifier par un autre secteur plus périurbain sur lequel on fait plus de marge et donc on fait des péréquations. Voilà, l'idée c'est de pouvoir intervenir, mais ça actuellement c'est un titre très expérimental et très compartimenté sur des ORT, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Voilà. Donc notre option, nous, c'est d'outiller et d'amener de l'optimisme avec un côté culturel, je pense, qui est de voir l'acte de bâtir sous un angle qui devient positif et non pas contraint de la contrainte, ah là là, encore construire et voilà. Merci. Voilà. Alors, merci à vous. Merci beaucoup. Je vous donne la parole, Madame Rabault. Vous allez faire la conclusion, la synthèse. Mais voilà, en tout cas, en tant que député. Mais ce qui est sûr, c'est quel type d'informations vous allez ramener à Paris enfin à Paris. Il y a en tout cas, il y a beaucoup de solutions qui ont été évoquées même à la table ronde précédente. Donc moi, je crois que il serait important qu'on puisse avoir à l'Assemblée nationale et au Sénat au moins une fois par an un débat sur le logement, parce que quand on voit ce qu'il représente dans la vie de nos concitoyens, mais un vrai débat, pas un débat jargonneux, c'est-à-dire qu'on se dise combien on construit de logements, parce qu'on donne toujours des objectifs, mais on donne rarement les réalisations. Est-ce que sur... Alors, moi, j'aime pas le mot densification, parce que c'est vrai qu'il fait peur à tout le monde, ou densité, vous l'appelez comme vous voulez, mais sur, dans le fond, l'économie de surface, comment est-ce qu'on l'a atteinte ou pas, enfin, qu'on puisse avoir ce vrai débat-là. Donc ça fera partie des demandes que, en tout cas, je reformulerai, parce que c'était déjà le cas précédemment, mais j'espère qu'on va y arriver. Le deuxième volet porte quand même, alors je sais que c'est pas très glamour dans le côté désirable, c'est quand même la question des moyens que nous voulons y mettre.
Moi, je milite depuis plusieurs années pour qu'on arrête cette diminution, les 12 milliards et dont les 5,5 milliards, etc. Parce que on va vraiment se retrouver très en retard par rapport à nos voisins européens. On voit qu'ils ont pris le train du plan de relance pour aller sur la question de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, ce que nous n'avons pas fait. Et j'inclus dans cette question un point qui a été abordé à la table ronde précédente, c'est la question des prix salaires et des taux, de la pontification. On voit que ça a été abordé par le responsable de la Caisse des dépôts sur la pontification qui est à l'œuvre, qui va avoir des répercussions importantes, qui sont aujourd'hui pas suffisamment anticipées, mais vraiment pas. Donc je pense qu'il serait important que Bercy puisse, ou quelqu'un d'autre, plancher en ayant un vrai schéma qui puisse s'intégrer dans la prochaine loi de finances. Le quatrième point, c'est, je pense qu'il faut vraiment une gouvernance locale qui soit revue. Alors ça a été abordé avec, vous avez créé une société d'aménagement. Il y a des propositions qui sont faites sur avoir un contrat qui puisse être opéré. Je pense qu'il faut vraiment qu'une décision revienne localement, sinon, vraiment démocratiquement, il va y avoir, on va s'apercevoir d'une vraie déflagration. Le quatrième point porte sur le foncier, mais vous l'aviez abordé aussi tout à l'heure, mais là, à mon avis, il faut qu'il y ait une mesure très forte. Et puis le dernier point porte sur la transition énergétique. Alors, je milite, je sais que c'est pas forcément peut-être le plus politiquement correct, mais quand on regarde le débat, le bilan sur 2021, il y a eu 751 646 exactement rénovations énergétiques qui ont été portées et financées par l'ANA en 2021. Et on voit que seulement, sur ces 751 000 un peu plus, seulement 57 000 logements ont fait l'objet d'une rénovation globale, qui est donc la seule qui a un vrai objectif tout de suite. Je pense qu'il faut qu'on soit sur une concentration et pas sur un éparpillement. Parce que sinon, la transition énergétique, on ne la fera jamais. Oui. Et ce qui suppose de donner... Et alors, où est-ce qu'on peut le faire ? Les endroits où il y a des immeubles. Parce que là, on fait toute la cage d'escalier, c'est un vrai effet. Bon. Je reconnais que ce n'est pas très politiquement correct, que peut-être, certains d'entre vous ne seront pas d'accord, mais il faut qu'on puisse mettre un coup d'accélérateur, et ce qui suppose aussi concentrer des moyens et donner véritablement des moyens aux bailleurs, et notamment aux bailleurs sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, Jean-Luc, on est dans les temps. On est parfaitement dans les temps. Tous les trains sont à l'arrêt d'ailleurs et ils attendent de se remplir. Alors, écoutez, on va clôturer. Il me revient de clôturer ces 21e débats sur le logement à Bunus. Vous annoncez deux choses. D'abord qu'en partant, sur le trajet, vous trouverez le berger qui nous a donné le temps tout à l'heure, et surtout ses fromages qui sont à disposition. Et puis, on vous offre aussi un verre de cidre du village à côté de Saint-Justibar. Donc, vous pourrez vous arrêter. Et puis, je voulais vous dire, l'année prochaine... Bon, ce sont les 21e, ici ce sont les 21e, donc on sera sur les 22e entretiens sur le logement, mais ça fait 50 ans qu'ici, dans cette maison, sur ce terrain, on propose des activités, pas que des débats. Il y a eu à peu près 250 spectacles, activités diverses, expositions. Il y a eu plus de 100 000 spectateurs au total, puisqu'il y a eu aussi bien des Michel Portal, peu importe, des grands noms de la musique qui sont venus jouer ici. Eh bien, l'année prochaine, pour les 50 ans, ça fera 50 ans, oui, ça me pèse un peu, mais ça fera 50 ans que nous proposons donc ces activités. Et on aura un très joli cadeau à offrir après le spectacle. On prendra une autre configuration, parce que l'orchestre symphonique du Sud-Ouest viendra interpréter la 6e symphonie de Beethoven. Ça vous paraît tout à fait normal puisqu'il s'agit de la symphonie pastorale. Le petit Ludwig, quand il venait en vacances ici, évidemment a créé... Alors ça se sait pas beaucoup, on a dû... voilà, alors donc mais je vous raconterai ça en détail
dans la présentation pour l'année prochaine. Donc mettez alors je crois que l'année prochaine, le vendredi tombe 25 août, donc faites une croix sur les agendas déjà. Le thème du logement, bien, on prendra un peu de temps pour le définir, on verra bien comment est-ce que le temps a été perdu ou rattrapé, on verra, ça on le sentira tout au long de l'année. Mais d'ores et déjà, vous êtes invité au 50e anniversaire des entretiens d'Inciossetta.